Allez, ils sont venus jusqu'à nous pour nous partager leurs histoires, leur parcours, nous délivrer des conseils d'entrepreneurs engagés. J'ai l'immense bonheur d'accueillir des invités d'exception. On commence par Madame Ingrid Berthet, coprésidente de l'agence B-Side et JD de Nantes. Bonjour. Bonjour Ingrid, merci d'être avec nous. Avec plaisir. Nous avons également Thomas Hurier qui est le fondateur de 1083. Salut Thomas. Bonjour à tous, merci de m'accueillir en visio. Où es-tu Thomas? À Romans-sur-Isère, dans la Drôme, Romans-sur-Isère, que je connais chaussure. bien. Et que je connais bien, mes parents sont à Romans-sur-Isère. Voilà, vous êtes ravis de le savoir, non? Et je crois, Thomas, que 1083 est en chemin vers la société à mission. Hein, c'est ce que tu vas nous expliquer tout à l'heure. Mais sans plus tarder, notre troisième invité de marque, c'est bien sûr toi, Emery Jacquia, PDG de la Camif, de Camif Matelsom, je vais y arriver, et également président de la communauté des entreprises à mission. Bonjour Émilie. Bonjour Emery, merci à tous les trois d'être avec nous. Peut-être une première réaction de vous trois à ce qu'on vient, ce qui s'est dit en fait précédemment. Vous avez peut-être des choses, des remarques. Ingrid, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, j'espère que ça a commencé à ouvrir les chakras des JD sur le sujet. Moi, j'aurais à cœur de montrer que oui, c'est engageant et c'est ça qui est intéressant et c'est une suite logique pour un parcours JD. Mais je voulais juste préciser que moi, je représente les vieilles entreprises sociétés à mission, puisque la société que j'ai rachetée a été créée en 85. Tu n'es pas si vieille. Que nous sommes en région. Ne dis pas ça. Voilà, donc il y en a des sociétés à mission vieilles en région. Et au moment de la pause tout à l'heure, on évoquait une idée pour monter le nombre d'entreprises à mission sur le territoire français, faire un petit challenge interrégional. Et je pense que ça, c'est un truc qui pourrait fonctionner chez les JD. Mais quelle belle idée, le challenge interrégional. Thomas, des petites réactions à ce qui s'est dit sur l'entreprise à mission, sur les échanges? Alors ça va être rapide, moi j'étais en réunion avant, donc du coup j'ai pas pu y assister malheureusement. C'est excellent, on est vraiment ravis de le savoir, merci beaucoup. Et super réaction, j'adore. Emery, peut-être tu as aussi des choses à dire. Ma seule réaction, c'est que c'est possible, c'est accessible et qu'en plus aujourd'hui on a la chance d'avoir ce cadre avec la loi Pacte et avec la société à mission qui offre un cadre vraiment structurant et probablement le meilleur cadre pour rendre son entreprise encore plus contributive. Voilà, c'est magnifique. Alors, j'aimerais savoir chacun où est-ce que vous en êtes dans votre parcours sur ce chemin infini en fait de la société à mission, parce qu'on l'a bien compris, hein, c'est pas une fin en soi, c'est vraiment un parcours du combattant, j'allais dire, mais c'est un peu ça, on se remet en question le chemin et la mission, j'allais dire. Alors, Ingrid, on commence peut-être par toi. Ouais. Alors, toi, tu viens d'être société à mission. Oui, c'est ça. Alors, B-Side est société à mission depuis le mois d'octobre. C'est ton agence de communication. Exactement. On est 20, on est basé à Nantes, j'ai oublié de le dire, et on est entreprise à mission depuis le mois d'octobre. Pour nous, alors on est tout neuf dans le statut, qui en même temps n'est pas très ancien, donc il n'y a pas de toute façon de vieux combattants de ce sujet-là. Donc c'est plutôt un jalon qu'on a posé sur une démarche d'abord RSE initiée en 2011, parce que moi je suis rentrée au CJD en 2009 et j'ai découvert la performance globale et tout cet univers de responsabilité de l'entreprise, etc. On a avancé sur le chemin, on a pris plein de sens différents et puis à partir de 2018, on a commencé vraiment à se questionner plus précisément sur de la com, mais pourquoi en fait? Parce qu'on est souvent accusé dans la com de servir toutes sortes de causes et nous on avait à cœur de reposer ça. Et donc à partir de cette réflexion-là, une fois qu'on l'écrit, une fois qu'on est prêt à prendre des engagements qui correspondent à ce qu'on a envie de faire, je dirais le statut d'entreprise à mission, c'est la suite logique. On est armé aussi au CJD, on a l'habitude de se poser des questions, de se remettre en question, de challenger son business model. Et pourquoi alors du coup? J'en profite. Voilà. Pourquoi vous avez décidé ça? À la fois ça permet d'acter l'engagement qu'on prend, parce que c'est bien de dire je fais de l'APG ou je fais de la RSE, mais à un moment, là avec ce statut, on dit je le fais puis je veux le faire dans la durée, je m'engage. Donc c'est toi qui l'as impulsé, mais tes 20 collaborateurs ont pris oui, alors parti. avec mon associé, déjà, parce qu'on est un binôme, et en effet on travaille ce sujet-là avec les salariés depuis le début. Ils sont même plutôt moteurs, hein, c'est-à-dire que nous on est dans un métier dont le sens est souvent questionné, donc ça nous permet d'amener du sens
au fait de faire ce métier. C'est demandé par les salariés. Et là, aujourd'hui, moi, l'intérêt qu'on voit au-delà d'acter et de dire on s'engage et maintenant on peut nous demander des comptes, c'est aussi la gouvernance que ça permet de mettre en place au travers du comité de mission, justement des gens extérieurs et des salariés qui vont venir nous demander des comptes sur ok, on avait dit qu'on ferait ça, il y a le business, il y a les aléas, machin, comment on tient le cap. Et alors Ingrid, n'en dis pas plus, tu en dis beaucoup, je trouve. Pardon, je te demandais où est-ce que tu en étais, tu en dis beaucoup trop, on y arrive. Thomas, toi, avec 1083, tu es en marche, mais tu n'es pas encore société à mission. Où est-ce que tu en es et pourquoi tu en es là ? Alors, il faut faire attention à ce qu'on dit. Hein. Être en marche a beaucoup de significations. On ne fait pas de politique ici, Thomas. On a tout fait en marche, mais en marche arrière un petit peu. Ouais. Parce qu'en fait, 1083, c'est une entreprise qui a une mission phare depuis le début, c'est de fabriquer des jeans et des baskets à moins de 1083 km de nos clients. Cette mission, on l'a fait depuis 2013, depuis qu'on existe. Et puis au fur et à mesure qu'on grandit, on a mûri et on a inscrit il y a 4-5 ans une mission dans nos statuts, alors même que l'entreprise à mission n'existait pas encore. Cette mission, c'est amener chacun à produire et consommer dans l'économie circulaire. Mais on n'est toujours pas entreprise à mission à ce jour, on n'est pas des pros du formalisme, etc. Donc on est en train de rattraper notre retard, mais en même temps qu'on rattrape ce retard, on est en train de se dire tiens, mais la mission, on pourra encore l'approfondir, aller au-delà de l'économie circulaire. Et donc on est dans cette phase-là de remise en cause de la mission qu'on a déjà inscrite dans nos statuts, sans être une entreprise à mission. Et alors pourquoi ? Du coup, pour rattraper le retard, alors c'est ça ? Pourquoi l'entreprise à mission ? C'est juste parce que ça correspond en fait à ce que tu as initié depuis le début de l'entreprise. Hein, c'est ça. C'est la suite logique, quoi. Oui, exactement. En fait, c'est vraiment une cohérence totale avec ce que l'on fait. On est né pour accomplir une mission qui est supérieure à des intérêts purement financiers. On a beaucoup d'ambition au niveau social, au niveau environnemental, au niveau relocalisation. Et du coup, on avait pris le besoin nous-mêmes de le mettre dans nos statuts avant même que l'entreprise à mission existe. Et simplement là, c'est un peu dommage de ne pas être l'entreprise à mission officiellement. Donc on se dit, tiens, allez, on va au bout des choses, on porte ce beau projet-là avec toutes les autres entreprises dont on se sent très proche, parce que du coup, on a tous la même ambition de faire avancer les choses. Et donc il nous manque ce petit temps qu'il faut qu'on prenne sur la partie formalisation. Et comme on a mûri depuis 4-5 ans, qu'on a inscrit cette mission dans nos statuts, eh bien on se dit, tiens, est-ce que finalement on ne peut pas la repenser un petit peu pour qu'elle soit encore plus nourrie, profonde de ce que l'on fait depuis 8 ans et de ce qu'on veut faire encore pendant ces 30-40 prochaines années. Et ben voilà, Thomas en direct de Romans-sur-Isère, dans la Drôme, évidemment, 26, on le sait. Emery, alors toi, pourquoi l'entreprise à mission, toi qui préside la communauté des entreprises à mission, pourquoi tu as engagé ce chemin-là pour ta propre entreprise, pour Camif, finalement, Mattelsom ? C'était une sorte de continuité assez cohérente par rapport au projet de relance où on a fait le choix de miser sur le Made in France, le local, le durable, déjà alors qu'on n'avait pas encore en 2009 de ministre qui portait la marinière et puis Thomas, il n'avait pas encore créé 1083. Il n'était pas né peut-être à l'époque. Ça, je ne sais pas. Et à un moment donné, on a fait, quand on a relancé la Camif, c'était grâce aux clients historiques, instituteurs à la retraite, et on s'est dit, à un moment donné, il va falloir qu'on aille chercher des nouveaux clients, des consommateurs résolument inscrits dans cette consommation responsable, et s'est posé finalement la question du sens du projet de manière assez aiguë en 2013, à ce moment-là. Et on a fait une rencontre, celle de chercheurs, celle de Blanchet-Grestin et d'Armand Hatchuel, qui avaient théorisé sur la société à objet social étendu, convaincus que l'entreprise ne peut pas se limiter à être une boîte à partager le profit et qu'elle a un vrai rôle et une utilité dans la société. Et on a fait un peu le cas d'école, de l'école des mines, pour définir d'abord notre raison d'être. Avec l'idée, c'était de redonner du sens à l'entreprise. Alors, on parle souvent de RSE, moi je dis la RSE, ça veut dire redonner du sens à l'entreprise. Et le sens de la formule, il a le sens. Et le sens, ça crée quoi ? Ça crée de l'adhésion, ça crée de l'engagement autour du projet collectif qu'est l'entreprise. Et donc, toutes les parties prenantes dans l'entreprise, les collaborateurs, les fournisseurs, comprennent mieux pourquoi on existe, quelle est notre valeur ajoutée, quelle valeur on crée pour eux-mêmes en termes économiques, mais aussi c'est la valeur sociale, sociétale, environnementale. Et donc ce chemin a été démarré en 2013, mais tout à l'heure, Émilie m'a posé la question, où est-ce que vous en êtes ? On est toujours au début.
Parce que c'est un chemin qui ne s'arrête jamais. C'est ça, hein. On a beau avoir... C'est pas une fin. Hein. Voilà, non, on a inscrit, nous, notre mission dans nos statuts en 2017. Ouais. Là aussi, avant la loi Pacte, proposer des produits et des services... Ils sont visionnaires, nos invités, mais c'est magnifique. Proposer des produits et des services dans la maison au bénéfice de l'homme et de la planète et mobiliser tout notre écosystème pour imaginer les nouveaux modèles de consommation, de production et d'organisation. Parce qu'on est convaincu qu'on est arrivé au bout d'un modèle et qu'il y a une nouvelle économie à mettre en place. C'est aux entrepreneurs de s'en saisir, une économie plus locale, plus circulaire, plus inclusive. Et donc ça, c'est au cœur du projet de Camif. Et puis, il n'est pas simple parce que tu me disais que tu es obligé de revoir l'ensemble de la chaîne de valeur, de la chaîne de production, notamment de tes produits pour qu'ils soient entièrement, notamment circulaires, c'est ça? Donc voilà. L'éco-conception, tout ça, donc c'est vraiment un vrai engagement. Hein. Alors après, cette mission, on l'a traduite en engagement, 5 objectifs de mission, qui fait que depuis l'année dernière, depuis 2020, qui sont dans nos statuts aussi, on a obtenu la qualité de société à mission. Parce qu'on avait mis en place ce comité de mission au tout démarrage en 2013, qu'on a appelé la cellulose, la cellule à l'objet social étendu à l'époque, et qui a eu pour première. Sens, la formule, voilà. C'est beau. Et c'est la traduction en objectif de mission et donc en objectif opérationnel qui va mettre en mouvement la transformation de l'entreprise et qui va être un levier d'engagement, un levier d'innovation et du coup un levier de performance. Donc dans le pourquoi, il y a aussi bien sûr la performance, parce qu'on est dans un secteur qui est très peu concurrentiel, hein, le e-commerce, tout le monde le sait, il y a un petit libraire en ligne, bon, il y a... Ouais, surtout en ce moment, hein, je crois que le e-commerce, donc, on a du mal à passer à côté. Si on est là encore 10 ans après, c'est parce que justement on a une proposition de valeur qui fait sens, qui est singulière, qui nous différencie, qui fait qu'on a la préférence à la fois de talents qui viennent jusqu'à Niort pour s'installer et participer au projet de Camif, mais aussi de clients qui font le choix d'arbitrer en faveur du local, du durable, même si c'est plus cher, parce que c'est de meilleure qualité et que ça a un moindre impact ou un meilleur impact social et environnemental. Voilà. Bon, bah super, merci Marie. Ingrid, est-ce que c'est compliqué? Est-ce que tu as eu des freins pour poser tes statuts? Qu'est-ce qui a été le plus compliqué peut-être? Parce que j'imagine que les JD qui nous regardent nous disent mais il y a peut-être des soucis en particulier pour y arriver. Je voulais, en effet, je réagissais tout à l'heure la vidéo qui disait on avait l'impression qu'il y avait des barrières à l'entrée, que c'était compliqué. Alors ce qui est sûr, c'est que c'est un champ qui est nouveau. Donc en effet, nous aussi, hein, quand on a appelé nos avocats, ils nous ont dit on ne sait pas faire. Ben, on a appris ensemble et puis on a fait. Et ça, dans les faits, c'est pas compliqué. En fait, c'est pas le formalisme, c'est pas devenir société à mission qui est compliqué. C'est le chemin pour définir ce qu'on veut faire et la mission qu'on veut porter dans son entreprise, les objectifs sur lesquels on est prêt à s'engager. Et puis après, ce qui va être compliqué, mais c'est la suite de ce qu'on fait déjà, c'est tenir ses engagements. Et en effet, il y a un reporting, il y a un comité de mission. Moi, je trouve que c'est loin d'être un frein ou une barrière. C'est justement un des intérêts majeurs du statut, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de se faire challenger, c'est d'être sûr qu'on ne fait pas du mission washing, c'est de faire entrer l'extérieur de l'entreprise dans la stratégie de l'entreprise. Il y a plus des avantages. Donc moi, j'ai du mal à répondre sur la question des freins. En tant que JD, surtout, tu me disais que c'était un super avantage. Oui, parce que on baigne normalement quand on a fait un petit parcours dans les sujets de performance globale, on travaille sur soi, on a l'habitude de travailler aussi l'entreprise collective, de faire bosser ses équipes ensemble. La question du sens, on sait se la poser. Donc pour moi, on est outillé au CJD pour faire ce chemin-là. La question, c'est est-ce qu'on est prêt à s'engager sincèrement et à rendre des comptes? Voilà. Et donc si on n'est pas prêt à ça, oui, le statut, c'est un frein. Mais à part ça, moi, j'ai pas vu de frein. Voilà, les équipes, ça les stimule. Enfin, nous, on a fait un travail énorme en 2020 sur ce sujet-là pour finaliser la raison d'être, pour prendre des premiers actes forts comme sélectionner définir le type de client qu'on ne voulait plus, etc. C'est ce qu'a tenu le collectif dans la période hyper difficile de 2020. Hein. C'est ça, parce ça que nous a donné une énergie qu'on n'aurait pas trouvée ailleurs. Choisir, c'est renoncer aussi. Thomas, par exemple,
est-ce que peut-être tu aurais des conseils à donner aux JD qui aimeraient s'engager dans ce cheminement? Encore une fois, je parle de cheminement parce que c'est un peu ça, hein, la société à mission, pour justement essayer de comprendre l'intérêt, les avantages. Quels avantages ils auraient de s'engager sur cette voie-là? Je vais reprendre un peu ce que disaient Emery et Ingrid, c'est-à-dire que Emery parlait de performance, Ingrid parlait de cohérence. Et en fait, quand on est focus sur une mission et que tous les choix que l'on fait dans l'entreprise, qu'ils soient relatifs à l'achat de ses étagères, au choix de ses fournisseurs, au choix de ses clients, etc., et ben quand on fait tout le temps référence au même point de vue, c'est-à-dire notre mission, alors cette cohérence amène une forme de puissance qui fait que, aux yeux de tous, ce que l'on dit est d'autant plus crédible que c'est ce qu'on fait réellement de tout point de vue. Et donc pour moi, le vrai atout de l'entreprise à mission et de la réflexion par rapport à une mission, c'est la cohérence que ça amène et donc la puissance, la performance que cela induit. Et donc, je suis convaincu que ça concerne tous les métiers, c'est-à-dire que nous, on le fait dans le jean, Emery le fait dans les meubles, Ingrid le fait dans la pub. En fait, il n'y a aucun secteur d'activité où la cohérence est pénalisante. Donc, qu'on soit une petite boîte, une grosse boîte, dans le tertiaire, dans le secondaire, dans l'industrie, peu importe, cette cohérence, elle est toujours vertueuse. Et c'est du coup plus facile quand on est une petite entreprise parce qu'on a plus d'agilité, non, ou pas forcément? Oula, ok, donc non, visiblement. Non, Thomas, c'est pas plus facile du tout. Non, en fait, je me disais qu'une entreprise qui n'était peut-être pas impliquée sur toute sa chaîne de valeur et qui doit revoir l'ensemble de ses filières, filiales et métiers, c'était peut-être plus compliqué, en fait, voilà le sens de ma remarque, qu'une petite entreprise avec effectivement moins déjà de collaborateurs et moins de métiers, en fait. Voilà. Non, moi je pense que c'est pas la taille qui compte. Je pense ça parce qu'en fait, ce qui fait la différence, c'est vraiment la motivation, l'énergie que peuvent amener les dirigeants, bien sûr, mais aussi les collaborateurs pour porter cette mission-là. Et je dirais que c'est plus l'ancienneté qui peut faciliter ou non la mise en œuvre de cette mission ou la naissance de cette mission. Nous, on est parti d'une feuille blanche il y a 8 ans, donc c'est facile pour nous de créer notre rêve. On part d'une feuille blanche. On n'a pas d'habitude, d'écosystème, de partenaires, d'emploi. On n'a rien à préserver finalement. Donc du coup, on regarde que devant, on ne regarde pas derrière. Et je dirais que c'est plus le passif que l'on traîne qui va faire notre capacité à aller vite dans la mission, plus que la taille. Emery, peut-être des conseils pour les JD qui nous regardent pour réussir ce cheminement, du coup? Le premier conseil que j'ai envie d'adresser à tous les JD, c'est le moment d'y aller. Ouais. Ça y est, là, on ne peut plus reculer. Là. Avec la crise, et en particulier les deux effets accélérateurs, la loi Pacte et la Covid. Ouais. Et la Covid, on voit que ça joue un rôle d'accélérateur dans les transformations de nos modes de consommation, de la façon dont on gère nos entreprises et de l'urgence qui est, et de l'exigence croissante que portent les citoyens, consommateurs, collaborateurs, et tout ça, c'est la même personne, vis-à-vis du rôle et de l'engagement de l'entreprise. Et les entreprises qui seront là dans 10 ans, c'est les entreprises qui sauront prouver leur utilité pour la société. Donc il y a urgence à se mettre en chemin, d'autant plus qu'on est la première génération pour probablement avoir vraiment pris conscience que les dérèglements climatiques, les problèmes de biodiversité, les enjeux sociaux, tout ça associés, sont directement liés à nos modes de vie, à nos modes de consommation, de production, de déplacement, d'entreprise. Et qu'on est probablement aussi la dernière génération à pouvoir agir avant que tout ça s'emballe et qu'en fait soit trop tard. Donc quelque part, ça porte sur nous une grande responsabilité en tant que dirigeants aujourd'hui. On n'a finalement pas d'autre choix que d'être engagé. Par contre, il faut se dire aussi les choses, c'est une démarche qui prend du temps.
Et d'ailleurs, c'est justement ce chemin qui est passionnant parce que c'est un chemin de transformation personnelle et il faut le faire avec sincérité, il faut le faire avec évidemment engagement, mais aussi parfois avec radicalité parce que dans les freins, il y a probablement parfois de l'injonction contradictoire entre l'exigence du court terme et puis le long terme. Donc il faut changer de lunettes. Moi j'ai changé de lunettes cet été. Il faut avoir des verres progressifs, voir très bien son EBITDA à court terme à 3 mois, mais aussi voir sa contribution à 5 ans sur les enjeux sociaux, sociétaux, environnementaux, ce qui va faire la valeur de l'entreprise, ce qui va faire sa résilience. Et je peux vous dire une chose, c'est que quand nous on a fait le boycott du Black Friday en 2017 et qu'on a fermé le site de Camif.fr, le meilleur jour du e-commerce, forcément à court terme c'était pas bon pour le business. Voilà, mais l'année dernière on a fait 44% de croissance sur Camif.fr. Et donc, ça, pourquoi? C'est parce qu'il y a de la cohérence dans l'engagement, c'est ce que disait Thomas, que ça apparaît clairement et qu'en ce moment il se passe quelque chose, c'est une sorte de révolution. On consomme peut-être moins, mais on consomme mieux. Et on a envie que les entreprises s'engagent, on a envie d'aller bosser dans l'entreprise. Je vois Thomas qui s'agite comme ça. Alors Thomas, que veux-tu dire? Tu veux réagir? Et donc le renoncement d'aujourd'hui, c'est les profils. Pardon. Ce que je voulais dire pour rebondir sur ce que disait Emery, c'est que en effet, le sens de l'histoire, c'est que ces missions deviennent au cœur et c'est déjà le cas, grâce à la Covid notamment, des modes de consommation de nous tous, citoyens, et ça va s'accélérer. Donc puisque ça va être incontournable, autant en être les leaders et pas attendre d'en être les ringards. Donc en fait, même si on n'est pas intéressé par sa propre mission, il est vital pour sa propre entreprise de se mettre à ce niveau-là d'exigence de ce qu'on propose dans son entreprise pour ne pas être les ringards de son business, en fait, tout simplement, parce que ça va s'imposer à tous. Ah, carrément. Donc ne soyez pas ringard, ne soyez plus ringard, JD. Toi aussi, deviens entreprise à mission et tu seras tu seras tendance, Ingrid. Ils n'ont jamais été ringards, ils ont toujours été en avance sur la performance globale et donc ils ne sont pas ringards. Mais bravo. Par contre, il faut passer et voilà, Ingrid, à l'étape représentante des JD, c'est bon. J'ajouterai un dernier conseil pour passer à l'action, il ne faut pas le faire seul. Et je trouve que le fait qu'au CJD, on s'occupe, on se préoccupe et on mette un groupe de travail sur l'entreprise à mission et même au sein de l'association qu'on a créée nous en 2018 pour accompagner ces dirigeants qui voulaient trouver ce cadre structurant pour rendre leur entreprise plus contributive. Il ne faut pas le faire seul. Rejoignez des groupes de travail au sein de la communauté des entreprises à mission. On en a plein, pour que ce chemin, vous ne le fassiez pas seul parce qu'il est long, il est exigeant, il demande du courage. Parfois, on a le court terme qui revient beaucoup plus vite. Et c'est pour ça que vous avez créé d'ailleurs cette communauté. Absolument. C'est le partage d'expériences. Donc, c'est l'occasion justement de s'enrichir de ce que fait l'un à l'autre. Et peu importe, c'est vrai que Thomas leur disait, tous les secteurs d'activité sont concernés. Et l'idée, c'est qu'on avance tous ensemble dans la même direction. On est tous dans le même bateau, effectivement. Offrir ce cadre de partage, c'est une des missions de la communauté des entreprises à mission, mais aussi faire connaître, et là aussi on a tous un rôle à jouer, faire connaître, faire savoir qu'aujourd'hui il y a la réconciliation possible entre performance économique et impact. Et on n'insistera jamais assez, performance économique, ça fait partie du jeu aussi. On n'est pas uniquement dans des valorisations extra-financières. Alors on parle également, évidemment, de rentabilité, de business, de marge. 44% de croissance en 2020 à la Camif. Ça donne envie d'être entreprise à mission, non? Moi, ça me donne envie, Ingrid. Ouais, moi aussi, je compte beaucoup sur 2020. C'est pour ça qu'elle s'est mise là. 2021, là, elle se dit, allez, on vise combien de croissance pour B-Side? Attention, 50% de croissance, on me dit. C'est pas mal. Ça sera pas mal, hein. Ça sera pas mal. Et 1083% de croissance. 1083% de croissance pour Thomas, c'est ça? Nous, on rêve de créer 1083 emplois avec nos clients. Voilà, c'est magnifique. Eh ben, superbe. On en est à 150. Si on découvrait un petit double témoignage, vous allez le voir, très touchant, d'Éléonore et Alain en images. C'est parti. Bonjour les JD, je suis Éléonore, j'ai 43 ans. Je suis de la section de Rouen actuellement et rentrée en 2014 à Caen.
J'ai créé Au Contraire Consulting en 2017, après 18 ans de salariat. Je m'appelle Alain, j'ai 45 ans, je suis rentré en 2010 à la section de Rouen. Je suis actuellement dirigeant de 2 restaurants sur Rouen, ainsi que d'un magasin d'optique. Et j'ai rejoint très récemment Éléonore dans cette aventure Au Contraire Consulting. Et nous avons 3 enfants et nous vivons ensemble. Au Contraire Consulting accompagne les entreprises et les collectivités dans leur transition économique, sociale, environnementale. Nous cherchons aussi à promouvoir tous les acteurs du changement du territoire qui sont des associations et qui ont des super solutions concrètes à impact positif et à les déployer grâce au levier des entreprises. Ce qui m'a motivé moi, dans cette aventure, c'est tout d'abord une ERDR qui était sur l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, durant laquelle j'ai pris conscience qu'on pouvait changer les choses et développer une entreprise et avoir un impact social et environnemental fort. Quant à moi, le déclic, ça fait vraiment très longtemps que je l'ai eu. J'avais fait un burn-out quand j'étais salariée et j'ai toujours cherché à mettre aussi du sens, à mettre l'humain et la planète au cœur de mon métier. Et après ma carrière d'enseignant-chercheur, j'ai eu envie d'entreprendre. Et puis Au Contraire Consulting s'est très vite développé autour du recyclage des mégots de cigarettes et de la RSE. Lorsque nous nous sommes intéressés à l'entreprise à mission, nous avons déjà cherché notre raison d'être et nous nous sommes rendus compte que nous avions une utilité sociale et nous avons basculé sur le modèle de l'économie sociale et solidaire. Déjà, nous sommes rentrés en avril 2020 dans l'incubateur de l'ESS en Normandie qui s'appelle Catapulte, qui nous accompagne sous forme de formation et de mentorat, puisqu'on bascule actuellement tous nos clients qui étaient essentiellement sur l'accompagnement au recyclage des mégots de cigarettes vers la RSE plus largement. La première est de pouvoir s'entourer d'experts. Les différents statuts entre entreprise à mission, entreprise sociale et solidaire et d'autres formes n'est pas encore évidente. Et puis la deuxième difficulté est liée à la situation sanitaire actuelle, où aujourd'hui on se rend bien compte qu'il y a une vraie prise de conscience sur le besoin que chacun ait au travers de son activité un impact social, environnemental et économique positif. Premièrement, rencontrer les financeurs, recruter des compétences pour nous aider et nous accompagner dans ce projet. Mais aussi nous doter d'outils afin de mesurer l'ensemble des impacts des actions que l'on met en place. Et puis nous voulons fédérer toutes les entreprises, les collectivités et les acteurs du changement à impact positif du territoire à travers une grande communauté que nous voulons appeler « Demain c'est aujourd'hui » parce qu'il est urgent d'agir. Nous avons une question à vous adresser, Monsieur Jacquilla. Si vous aviez la possibilité de retourner en 2009, lorsque vous avez repris la CAMIF, quels conseils vous donneriez-vous ? C'est pas une question simple. Emery. En fait, le conseil que je me donnerais, c'est d'aller encore plus loin et d'être encore plus radical dans les choix qu'on a fait. Quand on est parti sur de la qualité du Made in France, du durable, mais on n'avait pas clarifié cette mission sur la consommation responsable, etc. Et probablement, on aurait pu aller plus vite. On peut toujours aller plus vite, mais voilà, donc j'aurais été encore plus radical dans les choix qu'on a fait. Et il est intéressant leur témoignage, peut-être une réaction, Ingrid, sur ce qu'on vient d'entendre, sur leur vocation à deux et on parle de valeurs, de prise de conscience. Ça part de là ? Je pense que c'est assez représentatif en réalité des réflexions de beaucoup d'entre nous dirigeants et de beaucoup d'entre nous citoyens au sens large. Et en fait, on le sait depuis longtemps au CJD, c'est aussi pour ça qu'on est là, puisque c'est un mouvement avec des valeurs humanistes depuis 1938. Mais voilà, quand on est à la tête d'une entreprise, oui, il y a un compte de résultats, mais on a envie de contribuer à la société. Et je pense qu'on est beaucoup à porter cette envie-là, avec des mots différents, dans des secteurs différents, en prenant des chemins différents. Mais je dirais, enfin, là, on a un statut pour pouvoir l'affirmer haut et fort et combattre aussi un peu la vision qui est, à mon avis, un peu d'arrière-garde de l'entreprise.
C'est vrai que Thomas, hein, c'est une grande fierté. Enfin, moi qui suis journaliste à Ecopo, média de l'économie positive, ecopo.fr, je vous recommande d'aller voir. On traite tous ces sujets notamment. Et c'est vrai que je reçois énormément de communiquer des entreprises qui deviennent à mission et qui veulent le dire haut et fort. Et je ne pense pas du tout que ce soit du greenwashing. On sent vraiment que c'est une fierté, que c'est porté par l'ensemble des collaborateurs et voilà, et pourquoi s'en priver en fait, j'ai envie de dire. On peut aussi dire qu'on fait des choses bien et en être fier sans être taxé de greenwashinger. Ça ne se dit pas du tout, Thomas, mais qu'est-ce que tu en penses, Thomas? C'est compliqué de communiquer, je demanderai à la communicante Ingrid aussi, mais comment on fait en fait pour le... Est-ce qu'on le dit? Est-ce qu'on a le droit? En fait, alors déjà, tu risques d'en recevoir de plus en plus des communiqués, donc je t'adresse tout mon courage pour les futures dizaines de communiqués que toutes les entreprises vont t'envoyer parce qu'elles deviennent entreprises à mission. Ce que je pense profondément, c'est que on va passer d'une ère grâce à l'entreprise à mission où on fait de la pub. Alors je ne sais pas si Ingrid sera d'accord avec moi, mais en gros la pub pour moi, notamment sur les réseaux sociaux, c'est sortir le carnet de chèques pour crier le plus fort possible, être entendu le plus loin possible et du coup avoir le plus d'audience possible. Avec l'entreprise à mission, on n'est plus dans le cri où il faut un gros carnet de chèques, on est dans le chuchotage engageant, c'est-à-dire qu'en fait on ne cherche pas à crier, on cherche juste à le dire à sa communauté qui, si elle voit de la cohérence dans ce que l'on fait, va en parler autour d'elle. Un peu comme si vous aimez le vin, vous achetez une bouteille de vin au supermarché, elle a un certain goût, un certain prix, la même bouteille de vin, si vous l'achetez chez le vigneron, elle va être au même prix, moins chère dans votre tête et meilleure. Et alors, si c'est vous qui avez ramassé le raisin et qui avez pressé le truc pour faire la bouteille, et bien là, c'est encore plus magique. Elle sera 10 fois meilleure, beaucoup moins chère malgré toutes les heures passées, et vous allez en parler pendant des années. Donc en fait, c'est ça l'engagement. Et cet engagement, il faut bien comprendre que c'est plus fort que n'importe quelle carte de fidélité. Ouais, c'est le do-it-yourself de l'entreprise, j'ai envie de dire. C'est l'entreprise qui se fabrique elle-même et donc on est fier de montrer ce qu'on arrive à faire toute seule. C'est ça, Ingrid. Et je reviens sur cet aspect de communication. Est-ce que c'est compliqué? Parce que j'ai eu souvent des entreprises, moi, qui m'ont dit on fait plein de choses, mais on ne sait pas comment communiquer parce qu'on a peur qu'on nous le reproche, en fait. Bien sûr, et a raison. Enfin, c'est toute la difficulté, ce qu'on disait à partir du moment où on commence à sortir du bois, on va nous regarder de près et puis on va souligner toutes les incohérences parce que nulle entreprise n'est parfaite. Donc c'est en effet une petite prise de risque. Et puis on peut vite être taxé de greenwashing ou de mission washing. Donc nous, on accompagne des boîtes justement dans le bon niveau. Et après j'arrête parce qu'on n'est pas là pour parler de ça, mais ça me fait rire ce que disait Thomas parce que nous on s'appelle B-Side, phase B. La phase A, c'est le tube pour les charts et la phase B, c'est le petit titre qui va passer dans les communautés de fans et qui va construire l'engagement dans la durée. C'est pour ça qu'on s'appelle comme ça. Donc c'est exactement ce que disait Thomas, ça me fait rire. Mais donc oui, je rejoins ce qu'il disait et cette communication-là, elle n'est pas simple, elle va être de plus en plus compliquée parce que ça devient un sujet. Voilà, le Covid est passé par là et donc on doit tous être responsables. Emery le disait tout à l'heure, ça devient porteur, ça devient communiquer sur sa responsabilité, ça amène des clients, ça devient un incontournable. Donc on va avoir un rôle de vigilance de plus en plus forte. Faut pas se mettre la pression non plus, quoi. Faut pas se dire, oh là là, si je le suis pas, je vais me flageller 14 fois parce que je ne saurai pas. Non, mais on n'est pas là non plus des pour attentes, être en effet, et donc, vertueux. Il y a cette notion-là un peu. La perfection n'existe pas déjà, donc le discours autour de sa démarche, il doit dans tous les cas rester humble. Ça, c'est une conviction forte parce que personne n'est parfait dans ce domaine-là. Et puis, il va falloir faire de plus en plus attention. Et là, pour nous, agence de com à mission, ça devient un défi pour pas nous se faire piéger. Attention, hein. Non, mais pour pas se faire piéger par des clients qui voudraient greenwasher et qu'on ne verrait pas. D'où notre comité qui va nous aider à rester vigilants là-dessus. Je rigole, et en même temps, je vois Emery qui gratte. Ouais. Qu'est-ce qu'il a pris des notes? Alors ça, il en a pris des notes. Alors Emery, qu'est-ce que tu as écrit comme note? J'ai écrit humilité. Tu vois, je pense que c'est l'authenticité aujourd'hui va devenir
une sorte d'obligation, donc ça va avec la transparence. Quand Thomas dit, moi c'est 1083 km, c'est 1083 km, et je suis transparent. Quand nous on fait du Made in France, mais on ne fait pas que du Made in France parce qu'on ne trouve pas de réfrigérateur Made in France, on affiche d'où il vient. Pas encore. Ah oui, c'est pas sûr qu'on y trouve un jour, mais bon, la transparence sur l'origine de fabrication, sur l'origine des principaux composants, combien de kilomètres ils ont fait pour aller jusqu'à l'usine, la possibilité de voir en vidéo reportage les coulisses de la fabrication, ça c'est ce qu'on propose depuis 2009. Et finalement, la meilleure façon de communiquer, c'est les actes. Voilà. Donc il faut montrer ce qu'on fait, on n'est pas parfait, avoir l'humilité de reconnaître, et c'est un grand chemin d'humilité, hein. On n'est jamais arrivé au bout, c'est pour ça que je disais, nous on est au tout début de notre démarche, un de nos engagements c'est faire de l'économie circulaire notre standard, c'est notre 3e engagement de mission. On n'y est pas encore, mais on y travaille, et on y travaille depuis 2017, donc c'est long parce que changer une offre, faire en sorte qu'on intègre davantage de produits avec issus du recyclage, qu'on intègre davantage de composants issus du recyclage, penser la fin de vie du produit, ça veut dire revoir toute notre offre. C'est considérable comme travail. Ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Parce qu'on est président, qu'on a des avantages et que c'est plus facile de la communauté je vais dire une émission. chose très intéressante et très importante, c'est que la mission, une fois qu'elle est claire, elle éclaire chacun. Et ça libère vraiment le dirigeant et les managers des entreprises parce qu'on n'a pas obligé de rappeler pourquoi il faut faire les choses. C'est évident. On fait les choses ensemble parce que elles font sens et que les mieux placés pour, dans l'entreprise, mettre en œuvre cette mission, c'est les collaborateurs eux-mêmes. Et donc le rôle du manager, c'est plus de dire ce qu'il faut faire, mais c'est de dire où est-ce qu'on veut aller, quelle est notre mission, de rappeler souvent la mission et d'accompagner les équipes pour qu'ils puissent avoir les moyens de la réaliser. Voilà. Et donc ça libère le management, et donc il y a une forme entre entreprise libérée et entreprise à mission, il y a des ponts, parce que évidemment ça transforme le management, ça transforme la gouvernance, ça transforme beaucoup des pratiques même à l'intérieur de l'entreprise. Super. Hyper inspirant. On va découvrir un autre témoignage, c'est cette fois celui d'Antoine, JD de Montpellier. Bonjour, je m'appelle Antoine Soave, je suis JD à la section de Montpellier depuis 7 ans. J'ai 37 ans et je dirige l'entreprise Drôle de Pain, qui est une entreprise d'insertion et qui forme sur différents métiers, la boulangerie, la pâtisserie, la restauration rapide. Nous ne sommes pas une entreprise à mission, mais j'y vois quand même un gros parallèle dans notre mode de fonctionnement, puisque tous les ans, à travers un dialogue de gestion avec le conseil départemental, le Pôle emploi et la Directe, nous réalisons une réunion où on va évaluer un petit peu le côté économique et le côté social, à travers un certain nombre d'indicateurs. Et ça, je trouve ça vraiment pertinent et intéressant, et ce qui se rapproche quand même aussi de l'entreprise à mission, en tout cas de ce que j'y comprends, par rapport à cette évaluation et ces atteintes d'objectifs. Le mode de gouvernance. Voilà, l'entreprise à mission doit forcément aborder cette question, mais que ce soit statutaire, clair, net ou informel, quel est le mode de gouvernance et quelles sont les préconisations aussi sur le mode de gouvernance. Ça, il me semble être quelque chose de très important. Voilà, je vous remercie, au revoir. Le mode de gouvernance, c'est quelque chose qui est effectivement important. Alors, j'aimerais avoir votre point de vue à tous les trois sur cette question. Allez, Ingrid. Alors, la gouvernance de la mission, ça fait partie de ce qui nous a intéressés dans le statut. Et ce que je disais tout à l'heure, la possibilité en fait de faire challenger notre direction par les parties prenantes externes. Nous, alors on est une SAS, donc on n'avait pas d'organe de gouvernance particulier. On est 2 dirigeantes associées et on a une salariée qui est rentrée aussi au capital cet été. On pratique un management collaboratif à l'échelle de 21 personnes, c'est relativement simple. Mais on n'avait pas cette vue des parties prenantes, et donc là on va avoir un comité de mission avec des salariés, des chercheurs experts sur la communication responsable pour les raisons que je donnais tout à l'heure, pour ne pas faire fausse route, et puis des dirigeants d'entreprises, d'associations, clientes ou pas, de notre territoire ou pas, pour voir notre société, notre entreprise et la manière dont on conduit notre mission avec les yeux de l'extérieur. Et ça, pour moi, c'est super
intéressant, mais on aura notre premier comité le 26 mars, donc je ne peux pas en dire beaucoup plus pour le moment. J'ai beaucoup d'attentes, mais je n'ai pas beaucoup de retour d'expérience. Bon, on fera un petit sujet sur toi, Ingrid, ne t'inquiète pas. Thomas, donc le dirigeant, c'est celui, Emery disait, qui conduit le bateau, hein, qui a la vision. Comment ça change quoi au niveau de la gouvernance ? Alors nous, on n'est pas encore entreprise à mission comme Ingrid. Néanmoins, c'est un sujet de fond vraiment parce que le projet est tellement ambitieux qu'il ne doit pas dépendre de nos vies personnelles en quelque sorte. Si en sortant j'ai un accident de voiture, il faut que 1083 continue. Et donc l'idée, c'est vraiment de trouver des clés pour amener de la résilience aussi à la tête de l'entreprise. Ça passe par ce conseil des sages extérieurs que représente pour nous ce comité. Et ça passe aussi pour nous par une réflexion capitalistique, c'est-à-dire amener de la diversité au capital de l'entreprise pour que tous les intérêts soient représentés, le court terme, pour l'EBITDA dont parlait Emery, et puis le long terme, pour la cohérence à la mission sur le long terme, et qu'on ne perde ni l'un ni l'autre pour durer. Et voilà, ce qui est hyper intéressant, Emery, c'est vraiment notamment cette spécificité du comité, de ces personnes extérieures à l'entreprise, qui encore une fois, c'est du partage, c'est de la bienveillance quand même. On n'est pas là pour juger, dire c'est mal, c'est pas bien, c'est ça. Alors c'est la gouvernance de la mission dont on parle avec le comité de mission, qui est une belle opportunité finalement d'intégrer les parties prenantes dans la gouvernance de l'entreprise. Nous, chez Camif, on a créé cet organe de gouvernance avant même d'avoir défini la mission. On lui a donné d'ailleurs comme première mission de le faire. Et on a intégré tout de suite des représentants des parties prenantes. Pour oublier aucune des parties prenantes, on utilise l'acronyme de la Camif, le C des clients, le A des actionnaires, le M le monde qui entoure l'entreprise, donc son territoire, le I les collaborateurs et le F les fournisseurs. Et donc on a dans ce comité de mission 2 représentants de chacune de ces parties prenantes et qui viennent nourrir le projet, le challenger et aussi évaluer comment l'entreprise progresse d'une année sur l'autre. Et au-delà du comité de mission qui est vraiment la gouvernance spécifique de la mission, je pense que ce qui change aussi dans l'entreprise à mission, c'est que la gouvernance, c'est quoi ? C'est décider. Gouverner, c'est décider. Et c'est que ça change les modes de décision parce que ça libère, je disais, il libère le manager, ça décentralise beaucoup la façon dont on prend les décisions. Nous, on a par exemple un point du mardi, tous les mardis, où toute l'entreprise se réunit et où tout salarié, collaborateur qui veut apporter une idée, suggérer un projet, peut venir le faire. S'il a l'adhésion, eh ben, ça se fait. Voilà. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'on voit qu'en fait, les collaborateurs se saisissent de la mission pour transformer l'entreprise. Quand on décide de faire de l'économie circulaire de notre standard et qu'on lance en 2017 Camif Édition, qui sont des produits bien pensés pour l'homme et pour la planète, on est en train de changer de métier. Nos propres équipes sont en train de passer de chef de produits faisant une sélection à chef de projet, où il y a autour de la table des designers, des experts de l'économie circulaire, des fabricants. Ce changement de métier, je ne l'ai pas décidé. Ça s'est finalement imposé à nous et c'est les équipes qui ont porté ça. Et ça, je trouve que c'est formidable. Et je n'ai pas besoin de dire à mon responsable informatique quand il cherche un nouvel hébergeur qu'il ne sait pas la peine d'aller interroger Amazon et qu'il faut qu'il choisisse du local. On se demande. Voilà. Allez, c'est l'heure de... Merci à vous 3. C'est l'heure des questions des JD. Alors, restez là. Il y a plein de questions. On me dit dans l'oreillette qu'on pète le standard. Première question de Mathilde. Qui fait partie de votre comité de société à mission? Peut-on avoir des exemples d'objectifs sociaux, environnementaux, sociétaux de vos entreprises? Qui commence? Allez, Thomas, Romans-sur-Isère. Alors, ça a coupé, pardon, je veux bien que tu répètes la question. Thomas, on ne suit pas. Tant pis, éliminé. Non, je rigole. Qui fait partie de votre... Ben non, ici, il nous a dit que Thomas, il n'avait pas encore de comité de société à mission. Donc c'est vrai qu'il ne peut pas vraiment... Si, un exemple d'engagement, peut-être, d'objectifs sociaux, environnementaux et sociétaux. Objectif que 1083 porte ? Oui. Ah ben, nous, c'est très simple. On relocalise au maximum. La promesse de 1083, c'est de fabriquer des jeans et des baskets à moins de 1083 km de nos clients. Donc, comité de mission ou pas, jamais les jeans 1083 vendus en France seront fabriqués en Italie, en Chine, aux États-Unis, etc. Nous, la mission, elle vient juste consacrer en fait notre démarche que l'on a déjà. Donc, en fait, ça va pas nous faire plus. Ça va sceller encore plus de monde. C'est vraiment ça le bénéfice pour nous du comité de mission et de l'entreprise à mission.
Ingrid, tu nous disais qu'il y avait une agence de communication responsable dans le comité. Non, des experts, des chercheurs experts. Des donc chercheurs experts, chercheurs, enseignants-chercheurs en communication responsable. Et ensuite, on a des dirigeants d'entreprises ou d'associations. Alors, deux sont nos clients. Une ne l'est pas, on ne se connaissait pas, mais on est allé chercher une entreprise inspirante, déjà engagée justement pour pouvoir aussi nous challenger et faire part de retours d'expérience. C'est pas une entreprise concurrente Pas du tout, pas du tout le même secteur, rien à voir. Mais c'est vrai que c'est peut-être une question aussi de DJD. Est-ce qu'on va chercher des entreprises concurrentes? Je ne crois pas. Si, on peut. Il y a dans l'Observatoire des sociétés à mission, on voit dans les comités de mission qui les composent. Très souvent, c'est les parties prenantes classiques, donc les fournisseurs. Nous, on a deux fournisseurs. On a la directrice générale de l'ameublement français, qui est le syndicat qui représente tous les fabricants de meubles français. On a le directeur développement durable du groupe SEB, parce qu'ils sont dans cette démarche et c'est un de nos fournisseurs. Bon, donc les parties prenantes sont très représentées dans les comités de mission, mais on a aussi des entreprises qui font venir dans leur comité de mission des concurrents. Alors ça, c'est très intéressant. C'est une sorte de coopétition. Ça c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant. Et alors, des objectifs, Ingrid, je crois qu'on n'a pas eu un objectif de B-Side alors. Oui, alors nous, notre raison d'être, elle est tout petit peu longue, mais c'est militer et agir pour une communication utile qui amplifie la transformation des entreprises au service d'une économie positive. Donc notre premier objectif, le premier engagement, c'est alors je ne sais plus précisément comment on l'a écrit, j'ai pas bien révisé, mais c'est autour du développement de la communication utile. Aujourd'hui, il n'y a pas d'indicateur là-dessus et on veut justement essayer de les créer et pour se donner, nous, l'objectif. C'est utilité dans les sujets pour lesquels on communique et utilité aussi en termes d'impact, enfin plus d'impact positif que d'impact négatif. Après, on a un objectif sur le bilan carbone qu'on veut, on est dans les pas de dirigeants responsables de l'Ouest pour diminuer notre bilan carbone de 50% en 2030. On espère aller plus vite, mais ça c'est l'objectif officiel. Et puis après, on a un objectif de bien-être des salariés. Ça reste un fondamental, on ne peut pas faire le reste au détriment de ça. Et un quatrième objectif autour de faire progresser notre écosystème, nos fournisseurs, nos partenaires, nos clients avec nous. Ça c'est dans le volet militantisme en fait, parce que si nous on bouge, on veut faire bouger les autres avec nous. Ok, super. Emery. Tu ne m'as pas demandé de nous 5 objectifs de mission. On me dit que j'ai 7 questions à vous dire et qu'il me reste 8 minutes 55. Alors, j'essaie d'avancer un petit peu, si tu veux. J'essaie de faire mon travail également, de manière responsable. Vas-y, je t'en prie. Donc, nous, on a 5 objectifs de mission, c'est très concret. Informer, sensibiliser autour de la consommation responsable, c'est ce qu'on fait quand on fait le boycott du Black Friday. Dynamiser l'emploi sur les territoires et favoriser l'insertion. C'est une étude d'impact qu'on a pu montrer que pour un emploi qu'on crée à Niort, à la Camif, on crée 14 emplois en France. Faire de l'économie circulaire notre standard. Les meilleurs produits possibles pour la santé. Et le 5e, transformer l'entreprise, rien que ça, et participer à la réinvention de la filière. Et transformer l'entreprise, on est en train de le faire. Ça, c'était très rapide. Je te remercie, Emery. Alors, la question d'Adrien nous demande, peut-on faire de l'entreprise à mission washing? On peut, Thomas? Il est d'accord. Oui, bien sûr, on peut tout faire. Faire de la merde, c'est plus facile que faire les choses bien. Mais ce que je veux dire en même temps là-dessus, c'est que moi, je salue le greenwashing et le franco-lavage, pour ceux qui récupèrent le Made in France, parce que ceux qui le font, à leur insu, comme ils s'engagent par leur communication, ça accélère leur changement, ça leur évite de faire des grosses bêtises, parce qu'avec cette société où tout se voit, eh bien en fait c'est de plus en plus difficile de tricher. Quand on annonce quelque chose, ça pousse à avancer. Et puis ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous, mon magasin existe depuis 13 ans. Il y a 13 ans, on était les seuls à vendre des vêtements bio-équitables. Il n'y a rien de pire que d'être marginal. Là aujourd'hui, le fait que H&M, Zara, Levi's et compagnie disent on est bio, etc., on est écolo, on respecte les gens, tout ça, ça ne fait qu'accélérer la prise de conscience des consommateurs qui se tournent d'autant plus vite vers nous qu'ils en sont convaincus par ces marques-là. Donc vive le greenwashing. Alors, la communicante, Ingrid, Ah bah oui, je rejoins complètement. Bien sûr qu'on peut faire du EAM washing, et notamment en montant, je pense, un comité de mission de complaisance. Ça c'est... Voilà. En tout cas, c'est la vision que j'en ai.
Il y a je parle sous le contrôle pour moi, du il n'y a président. vraiment aucun intérêt. Autant la raison d'être, on peut faire du raison d'être washing parce qu'une agence de com peut vous sortir une raison d'être en 3 semaines et elle sera placardée partout. Et ça, c'est vraiment Oui, mais pas les la bonnes, raison d'être ouais. washing. Autant le chemin pour obtenir la qualité de société à mission où il faut faire évoluer ses statuts, inscrire des objectifs socio-environnementaux, mettre en place un comité de mission, se faire évaluer, s'auto-évaluer et se faire évaluer par un OTI. Ça se fait pas en 2 secondes, ça. Non, mais surtout, quand on a fait tout ce chemin, c'est un chemin qui a transformé. Bah, Donc, même oui. si au début on disait on va le faire parce que ça va faire bien, très vite on s'aperçoit que c'est plus dur. Ouais. Et une des clés, c'est la sincérité de l'engagement du dirigeant lui-même. Donc si c'est pas engagé sincèrement, ça n'a aucune chance d'aboutir. Allez, une petite question de Jean-François. Y a-t-il un Elle est bien, code cette promo pour les JD, pour les jeans 1083 Thomas? Excellent. Je suis désolé Jean-François. On fait jamais de promo, jamais de solde. En fait, on a décidé depuis le début d'avoir un prix juste qui rémunère tout le monde correctement. Et du coup, pour pas gonfler les prix, en fait, on a décidé de ne pas faire de remise et de réduction. Donc, on a choisi la partie médiane. Et du coup, ça nous empêche de vous faire croire que vous pouvez faire une bonne affaire en vous vendant le jean moins cher que ce qu'on a affiché. Voilà, donc non, Jean-François, tu paieras ton jean au prix juste. Une question d'Anaïs maintenant. Quels ont été vos déclics intimes et personnels pour aller sur le chemin de l'entreprise à mission? Allez, Ingrid. Alors, déclic intime et personnel, plutôt pour engager il y a 10 ans le chemin vers une stratégie responsable qui aboutit aujourd'hui à un jalon entreprise à mission. Parce que, et ce déclic-là, ça a été, moi j'étais salariée de mon entreprise avec Marion qui est aujourd'hui mon associée. On a eu l'occasion de reprendre l'entreprise, ça ne faisait pas partie de nos projets. Et quand on l'a fait, parce que c'était un projet, qu'on était jeunes et qu'on s'est dit, yallah, super, c'est une bonne idée, on s'est vite dit que on était confronté à une certaine vision des patrons qui nous plaisait pas du tout, qui nous correspondait pas du tout. Nous, on est arrivé à la tête de cette boîte avec l'envie d'en faire un projet collectif, on n'avait pas laissé au vestiaire notre dimension citoyenne, et on s'est dit mais on veut pas être assimilé à ça. Et donc on veut prendre ce chemin d'une entreprise qui est un acteur de la société et qui peut faire du positif. Et moi qui ai une petite aussi culture du monde public, etc., qui suis passée rapidement par les administrations, je suis aussi très fortement convaincue que le monde, on peut le changer beaucoup plus efficacement et rapidement avec une mobilisation du monde économique qu'en attendant que la puissance publique ne s'en occupe. Voilà. Allez, Emery. Moi, c'est mon chemin entrepreneurial vers Niort. Mes enfants pensaient qu'on allait partir à New York, pas de chance, c'était Niort. Mais quand on a la chance dans sa vie de pouvoir relancer Camif, forcément, c'est extrêmement, c'est une extraordinaire opportunité pour changer. Donc oui, j'ai changé et j'ai compris tout de suite que si on voulait avoir une chance de réussir ce projet, qui avait quand même beaucoup de risques et on était en plein milieu de la crise financière en 2008-2009, il fallait qu'au cœur du projet, on mette un modèle d'impact positif pour toutes les parties prenantes, pour le territoire. On a ouvert un centre de relations clients à Niort, on a ouvert un centre logistique, on a mis en place une formation e-commerce pour les fabricants français qui avaient souffert de la chute. Et donc le modèle d'impact positif s'est imposé à moi en me disant finalement c'est ça la responsabilité de l'entreprise, c'est avoir le maximum d'impact positif. Et ça partait de ta conviction forte, personnelle. Oui, et puis j'avais le sentiment aussi qu'il y avait une place pour un acteur différent dans par rapport aux acteurs de la grande distribution qui ont toujours été cherchés plus loin, moins cher. On voit où ça nous emmène. Ouais. Et donc, il y a un vrai coup des prix bas, etc. Donc, je pense qu'avec Camif, on avait l'opportunité de faire un nouveau modèle, d'inventer une nouvelle. Alors, pour moi, Camif, ça voulait dire c'est à moi d'inventer le futur. Voilà, c'est un acronyme aussi de la Camif. Il y en a beaucoup. Le sens de la formule. Il y a aussi choisir d'acheter Made in France. Voilà, si on veut. Thomas, quel a été le déclic personnel, intime chez toi? En fait, ma prise de conscience, c'est quand j'ai réalisé qu'en fait, la limite de mon entreprise, c'était moi. En fait, on est le plafond de verre de sa boîte. Et du coup, plus on tarde, plus on freine face au changement, plus on s'aperçoit des erreurs que l'on fait ou des trous dans la raquette que l'on a. Et ben en fait, si on résiste trop, finalement, on ralentit son entreprise, on devient le problème de son entreprise. Et donc, quand j'ai compris que j'étais le plafond de verre de ma boîte, et ben, du coup, j'ai dû apprendre à changer, c'est pas facile, et accélérer de plus en plus vite mes changements jusqu'à aimer finalement évoluer, changer.
Et aujourd'hui, je prends plaisir à regarder le parcours personnel que j'ai eu depuis 5 ou 10 ans. Et je suis très curieux de voir quel changement je vais opérer en moi, en quelque sorte, pour ces 5-10 prochaines années, tellement en fait, ça rend dynamique de chercher à ne plus être le plafond de verre de sa propre entreprise. Et merci beaucoup. Et j'ai une question de Christelle qui se demande si l'on peut perdre sa qualification de société à mission. Et ce sera la dernière question, Ebri. On pourra, dès que l'OTI va faire son travail, ils vont sanctionner quelque part ceux qui ne font pas leur job et qui n'ont pas été en phase avec leurs objectifs, qui n'ont pas mis les moyens en face des objectifs qui se sont fixés. Ouais. Mais logiquement, avant ça, il y a quand même le garde-fou du comité de mission qui sert justement à faire cette auto-évaluation et à éviter ça en faisant des recommandations aux dirigeants ou à l'équipe ou aux actionnaires, même au conseil d'administration, en disant attention, là il y a une dérive par rapport à ce qu'on a dans nos objectifs, par rapport à ce qui est inscrit dans nos statuts. Thomas fait des signes encore. Qu'est-ce qu'il veut, Thomas? Non, c'est simplement pour dire qu'après les entreprises à mission, il y aura peut-être quelques entreprises à démission. Excellent. Excellent. Magnifique. Ingrid, le mot de la fin d'Ingrid? Je ne suis pas compétente sur ce point-là et je n'est pas du tout compétente et on ne lui demande pas d'être compétente sur ce point-là. Allez, c'est le moment pour moi de vous remercier tous les trois. Merci beaucoup. C'était vraiment hyper riche, intéressant et je suis sûre que tous les JD qui nous regardent ont appris vraiment de vos expériences respectives et je les remercie d'ailleurs de s'être prêtés au jeu en témoignant à travers ces vidéos aussi pour ceux qui ont pu le faire et du coup merci aussi à vous pour vos questions dans le chat. Forte de ces échanges, il est maintenant l'heure de découvrir comment le CJD vous accompagne concrètement pour passer à l'action, puisqu'on dit c'est de l'action dont il s'agit et donc vous mettre en chemin vers l'entreprise à mission. Pour cela, je vous invite à découvrir un message spécial du comité de pilotage entreprise à mission, le fameux, et je vous retrouve juste après en compagnie de ses référentes Claire Lascaux et Anne Cristini ainsi que Muriel Chauvel, secrétaire générale du CJD France. Magnéto.